Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle de l'hyperconnectivité des salariés. Ça provoque des dégâts pour leur santé mentale, leur cerveau. On en parle avec Flore Serre, elle est directrice générale de Verbatim, elle est notre invitée. Le cercle RH, entreprendre plus dur pour les femmes? On se pose la question avec France Savidan, présidente d'Initiative Île-de-France, et puis Josiane Assman, elle est journaliste, écrivain, spécialiste de l'entrepreneuriat au féminin, auteur de Entrepreneur d'exception. On parlera avec elle de cet engagement, de ce désir d'entreprendre lorsqu'on est une femme. C'est le programme du cercle RH. Et enfin, le livre de Smart Job, Chères erreurs. Bah oui, les boulettes qu'on transforme en succès. On va en parler avec Cécile Gevray-Guinbeau. Elle est coach et auteure de ce livre qui est sorti chez Henrik B Éditions. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. L'hyperconnectivité, l'hyperconnexion des salariés, ça veut dire ça veut dire sa tablette, ça veut dire tous les réseaux sociaux qui nous font péter un câble. Et on en parle avec Flore Serre. Bonjour Flore, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice générale de Verbatim, qui est une entreprise spécialisée dans la prévention et la santé en entreprise. Alors ça a été créé par RAXA, si je ne m'abuse, pendant le Covid. Concrètement, l'hyperconnectivité, c'est quoi? C'est le fait d'être jour et nuit, j'ai envie de dire presque, puisqu'on a vu récemment un reportage sur les téléphones portables des présidents, vous avez vu, avec le téléphone de Macron à 2h du matin. C'est ça l'hyperconnectivité, c'est être toujours connecté? L'hyperconnexion, effectivement, elle a une définition, c'est passer plus de 7h30 par jour derrière un écran, que ce soit, vous avez raison, un ordinateur, une tablette ou un téléphone, et pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons privées. Et en fait, c'est là où on passe de l'hyperconnexion à la dépendance aux écrans, c'est quand on n'arrive plus à s'arrêter. Et donc, nous, chez Verbatim, on vient de faire un sondage sur ce sujet. On a été voir plus de 1000 salariés représentatifs de l'économie française. Et les chiffres, ils sont juste hallucinants. On a quasiment 68% des salariés qui se déclarent dépendants aux écrans. Alors, dépendant aux écrans, ça veut dire qu'ils ont un écran devant eux au travail, et ça, je dirais, on l'intègre. Mais en parallèle, on va quand même regarder son téléphone portable et ses réseaux sociaux. Le soir, on rentre et on continue à les regarder. Exactement. Juste pour rentrer dans le cœur de ce sujet, parce qu'on est tous concernés. Ça serait mentir que dire qu'on ne l'est pas. Quelles sont les conséquences d'une hyperconnexion? Oui. Des maux de tête, des problèmes, des problèmes pour sa santé mentale? C'est une super question parce que justement, l'hyperconnexion, on a tendance à la banaliser, alors qu'elle a des vrais effets délétères sur la santé, que ce soit physique, donc on pense tout de suite fatigue oculaire, mais aussi troubles musculo-squelettiques, des gros impacts sur le sommeil. Il faut quand même savoir que les Français sont en dette de sommeil, donc ça n'arrange rien. Des pertes en fait de concentration dans la journée. Et puis aussi, vous avez raison de le souligner, c'est surtout la santé mentale. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les salariés ont envie d'agir. Beaucoup de salariés nous décrivent, 70% dans notre sondage, nous révèlent qu'ils ont ce sentiment de pression permanente, de devoir tout le temps répondre, tout le temps être disponible, et voire de l'anxiété face à cette ultra-disponibilité. Alors, il y a des éléments très intéressants dans votre étude. Les 65%, c'est les salariés qui sont dépendants, mais je suis stressé quand je n'ai pas mon téléphone avec moi. Ouais. Si je n'ai pas d'écran, cela me manque. On voit bien un rapport presque de toxicomanie, Fait. comme celui qui a besoin de son paquet de cigarettes en permanence avec lui. Comment on fait pour se détacher? On fait de la prévention, on fait de la formation, il faut faire des centres de désintoxication. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors ce qui est intéressant dans l'hyperconnexion des salariés français, c'est que c'est un défi individuel, mais aussi collectif. Alors sur l'individuel, déjà, il faut sortir un peu du déni. Il faut regarder ses stats. Moi, je vous invite, et faites-le, regardez vos statistiques de connexion sur votre smartphone, vous vous rendrez compte. Et C'est puis, vrai. Je les regarde. exactement. Et puis, on peut commencer justement à prendre conscience de ça et couper les notifications, c'est une bonne chose. Et puis, le soir, s'interdire un peu de répondre aux emails et commencer en fait à se faire un parking à idées pour ne pas sans arrêt être dans le monde du travail. Et puis, pour le collectif,
l'entreprise, elle a un vrai rôle à jouer pour instaurer une culture de prévention sur ce sujet. Votre étude, au-delà de la photographie, puisqu'on l'a vu à travers le documentaire Dopamine, par exemple, qui traitait de ce sujet, qui générait finalement cette dopamine, l'entreprise, elle a un rôle à jouer. Elle ne joue pas un rôle énorme au nom de c'est la liberté individuelle de mes collaborateurs, puisqu'en fait, c'est ça le sujet. Non, c'est très intéressant parce que justement, notre enquête montre qu'ils sont 75% des salariés à attendre que l'entreprise agisse et ils sont 16% à percevoir que l'entreprise agit réellement. Et donc, on voit effectivement que l'entreprise, elle ne sait pas encore par quel bout prendre en fait ce sujet. Mais comme je le disais, déjà une entreprise peut tout à fait commencer en travaillant sur le cadre, en fait, instaurer des règles d'utilisation de ces outils, mettre des plages en fait de déconnexion en place, mettre dans les emails qu'on ne répondra justement aux sollicitations qu'entre 9h et 18h par exemple. C'est déjà des très bonnes étapes à faire. Mais en même temps, je trouve que votre sujet est passionnant, mais on voit aussi que les salariés, à côté de leurs travaux professionnels sur écran, passent des heures sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'éducation, comme pour les enfants d'ailleurs, auprès des adultes, pour leur dire décrochez, allez marcher, regardez le ciel, je ne sais pas, faites de la respiration ventrale. Parce que c'est pas que le travail en fait qui pollue. C'est pas tout, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas que le travail. Et en même temps, en fait, on se rend compte que l'hyperconnexion, elle ne s'arrête pas aux portes de travail, elle ne s'arrête pas aux portes de la maison. C'est un phénomène qui est complet. Et donc, l'entreprise, elle a complètement son rôle à jouer en sensibilisant. Donc, faire de la formation, de l'explication et peut-être aussi faire l'effort sur soi-même. Oui, Parce que tout c'est à un fait. travail sur soi-même, j'imagine. C'est un travail sur soi-même. Et puis, je rajouterais autre chose qui est, il faut que les dirigeants et les managers soient exemplaires là-dessus. Parce qu'on est les premiers, moi la première. Il Le faut faire WhatsApp attention. à 22h, stop. Stop aux emails. Après 18h, après 19h, il faut aussi qu'on fasse attention à l'impact en fait, qu'on crée en termes de culture de travail autour de nous. En tout cas, la question des écrans, des téléphones portables, elle ne touche pas que les adolescents dans les collèges, mais elle impacte aussi vous, adultes, managers, salariés, dirigeants. Faites un pas de côté avec vos appareils. Merci, Fleur Serré. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, directrice générale de Verbatim, sur justement la prévention et la santé des collaborateurs. Merci de nous avoir rendu vite une étude à découvrir sur le site Verbatim, Tout à fait. très détaillée sur cette hyperconnexion. Merci. Merci. C'était un plaisir. On tourne une page, on s'intéresse aux femmes, alors sûrement très hyper connectées aussi, ces femmes entrepreneuses. Oui, ils ont la tête dans le guidon. C'est dur de créer son entreprise, d'aller chercher des fonds lorsqu'on est une femme. On en parle avec mes invités. Justement, c'est le thème du débat, c'est le cercle RH. Le cercle RH, notre débat sur les femmes et l'entreprise, ou la création d'entreprises pour être précis, celles qui sont des entrepreneuses et qui ont décidé, à travers un projet, une idée, de construire, de bâtir leur entreprise. Et certaines sont florissantes. On va en parler avec deux femmes, deux expertes de ce sujet qui expertisent, observent, s'engagent. J'accueille France Savidan. Bonjour France. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venu il y a quelques mois nous parler de ce sujet de la place des femmes, présidente d'Initiative Île-de-France, Oui. et vous créez Créatrice d'avenir, qui est un grand concours Un grand concours régional. régional, dépôt des candidatures, date limite pour ceux qui nous regardent, le 30 septembre. Vous avez créé une entreprise, elle est référencée, enregistrée, vous êtes une femme, vous avez 50% de capital, déposez votre candidature. Et combien de Vous êtes dirigeante aussi. Hein. dirigeantes 50% du capital, dirigeante. Dirigeantes, soyons précis. Soyons Je très précise, précis. France, que vous êtes à l'origine une avocate. Je suis avocate, avocate absolument de d'affaires. métier, disons très liée aux entreprises. Oui, C'est ça, bien au sûr. barreau de Bobigny. J'étais au barreau de Bobigny. Bobigny, c'est intéressant. En tout Qui cas, a des entreprises, effectivement, contrairement aux idées reçues, Tout à qui fait. pourraient être plus il n'y a pas que nuancées. il n'y a pas que la préfecture. Non. En tout cas, merci d'être là. Vous nous parlerez de votre engagement, votre combat et de l'importance de créer son entreprise et de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Voilà. Josiane Assmann, ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'entrepreneuriat féminin ou au féminin. Est-ce qu'il y a un entrepreneuriat au féminin et auteur de Entrepreneur et non pas entrepreneuse d'exception, conseil de femmes inspirantes, figure emblématique et créatrice d'aujourd'hui aux éditions Erol, dirigée par Alexandre Dana. D'abord, je commence par vous, parce que vous avez comme ça une sorte de jeu de cartes
de portraits, d'histoires. Est-ce qu'il y a un fil rouge parmi toutes celles que vous avez rencontrées? Est-ce qu'il y a un fil rouge qui unit toutes ces femmes, dont certaines ont parfaitement réussi leur pari et sont devenues des très grandes dirigeantes? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Le fil rouge, c'est le fait qu'elles ont osé entreprendre, parfois contre toute attente. C'était pas forcément évident au début, c'était pas forcément gagné, et elles sont toutes très audacieuses. L'audace, je dirais que c'est vraiment le fil conducteur. Ouais. Je pense à des créatrices de mode, Chanel par exemple et quelques autres. Il y a eu des femmes qui ont lancé... En fait, toutes les femmes, dans tous les domaines, à toutes les époques, dans toutes les catégories sociales, elles ont besoin d'aller de l'avant et d'avoir de l'élan et du courage, parce que c'est pas évident pour elles, parce qu'elles sont moins soutenues que les hommes, elles sont moins financées, donc elles sont obligées d'en faire encore plus, et quand elles y arrivent, c'est un vrai exploit. Excusez-moi, je donne la parole à France, mais encore aujourd'hui, ce que vous nous dites, parce que encore aujourd'hui, il y a encore des ces freins. inégalités. Ah oui, complètement, bien sûr, oui. Et ce sont des freins qu'elles ont en plus internalisés. Donc elles disent souvent qu'elles font des petits projets. Vous voyez le mot petit, alors qu'elles font pas du tout des choses petites, elles font des choses immenses qui leur demandent beaucoup. Et bien sûr, il y a des inégalités sur l'accès au financement notamment. Ouais. C'est l'intérêt d'initiative Île-de-France et de créatrices d'avenir, parce que c'est ça le sujet. C'est ça qui est génial, c'est bien sûr. soutenir la création d'entreprises au féminin, ou en tout cas l'entreprise par les femmes. Nous essayons de les soutenir dès le départ du projet, dès l'émergence du projet, les encourager, leur donner des pistes, leur donner les moyens de se faire encadrer, les encadrer nous-mêmes, les financer et ensuite les accompagner. Et nous illustrons toute cette démarche à travers le concours Créatrices d'avenir qui a pour but, sur le territoire de l'Île-de-France, de mettre en avant une dizaine de candidates. Vous avez vu, nous avons plus de 700 candidates, nous avons 10 lauréats. Compliqué la sélection? Oui, c'est une sélection qui mobilise tout le territoire de l'Île-de-France, tout l'écosystème public-privé qui est engagé dans un lien absolument fort et passionnant pour la création d'entreprises par les femmes. Vous encouragez la création d'entreprises des femmes. Il y a les freins, parmi les freins, il y a c'est pas pour moi, j'aurai pas le temps. Je ne peux pas. On parlera ensuite des enjeux de levée de fonds et de pouvoir convaincre l'investisseur, mais déjà basiquement, mon mari ne va pas me laisser, je veux aussi m'occuper de ma vie de femme. Enfin, rentrons un peu dans les choses pratiques. Bien sûr. Et J'ai les enfants à aller chercher à l'école, comment je vais faire? Et comment je fais? Bah ouais. Donc tous ces sujets-là sont toujours d'actualité. Ce sont des obstacles culturels. Et il faut les lever, ces obstacles culturels. Moi, je pense qu'on a beaucoup progressé, puisque lorsque nous avons commencé ce concours, la création d'entreprises par les femmes, c'était 20-23%. En Île-de-France, on est à 41%. Au niveau national, sur le réseau Initiative, on est à 41% également. Donc il y a un progrès. Mais il faut encore continuer parce que notre ambition, c'est la parité, et voire même, pourquoi pas, dépasser la parité. Mais c'est l'égalité des chances, c'est la promotion de la femme, c'est lui donner... réaliser ses rêves, leur donner une forme et une action concrète. C'est très noble. Mais vous évoquiez, Josiane, tout à l'heure un peu cette notion du syndrome de l'imposteur, c'est pas pour moi, je fais des petits projets. Est-ce que dans celles que vous avez rencontrées, il y avait aussi des freins sur le secteur dans lequel elles décidaient de créer? On le voit aujourd'hui dans certains secteurs d'activité de l'entreprise. Les femmes, c'est plutôt les RH, la finance, c'est plutôt les hommes, le social. Est-ce que ça se retrouve dans les personnages inspirants que vous nous dévoilez dans votre livre? Oui, j'ai interrogé des femmes qui ont entrepris dans des secteurs plus difficiles, par exemple l'industrie. Oui. Des femmes qui ont reçu justement le Bold Woman Award, qui est un prix décerné par la maison Veuve Clicquot, qui est partenaire justement de mon livre et qui essaye justement de valoriser, de visibiliser les femmes, parce qu'il y a quand même un gros sujet autour de la visibilité des femmes qui entreprennent et de les soutenir de manière concrète. Et en effet, c'est très difficile d'attaquer dans des secteurs, par exemple, comme l'industrie, mais elles y arrivent quand même. Il y a quand même 8 secteurs, on peut quand même se les redire, parce que ça fait écho au secteur et au secteur interdit aux femmes. Enfin, si d'aventure il y en avait: artisanat, engagement écologique sociétal, impact, mixité des métiers et pépites des quartiers, parce qu'il y a aussi un sujet sur la diversité, ces jeunes femmes issues des quartiers dits prioritaires, qui ont souvent plein d'idées. Il y a aussi d'ailleurs beaucoup de garçons qui ont plein d'idées. Oui, tout à fait. Mais je vais vous dire une chose très précise, c'est que j'assiste tous les mois au comité en Seine-Saint-Denis, et on voit quand même de plus en plus de femmes, des femmes bien formées, des femmes ambitieuses et qui se lancent sur des tas de métiers. Jadis, on avait un prix audace. Je vois que dans votre ouvrage, l'audace est soulignée en rouge. Eh bien, on avait un prix audace, mais c'est vrai qu'il faut une bonne dose d'audace pour créer une entreprise,
pour un homme, pour une femme, mais encore plus pour une femme, parce que c'est vrai qu'il faut encore Oui. lever des obstacles. Et moi, je pense une chose très profondément, c'est que c'est un problème de société qui concerne les hommes et les femmes. Évidemment. Et je m'adresse à un homme aujourd'hui. Je pense que sans l'appui des hommes dans cette idée de création des entreprises par les femmes, sans leur engagement également, on n'y arrivera pas encore à cette parité. Donc, messieurs, je vous en prie, engagez-vous aux côtés de vos femmes et des femmes en général pour créer, les inciter à créer. France, vous nous dites, laissez-leur la place nécessaire pour le créer, puisqu'on évoquait quand même les enjeux de contingence organisationnelle, de temps. On sacrifie une partie de sa vie, celle que vous avez rencontrée. Est-ce qu'elles vont jusqu'à aussi vous raconter, parce que c'est intéressant, les moments un peu sacrificiels quand on crée sa boîte? Parce que quand on est un homme et qu'on crée sa boîte, on y passe beaucoup de temps, mais quand on est une femme, on sacrifie des choses, moins de temps avec ses enfants, moins de temps avec sa famille, moins de temps avec tout. Vous l'avez ressenti ou le projet était plus fort que tout et n'en parlait pas? Alors, je leur ai posé en effet des questions sur l'équilibre entre vie pro et vie Ouais. perso. Mais ce qui est très intéressant dans tous ces portraits de femmes, c'est de voir que pour tenir sur la durée, il faut pas sacrifier en fait. Il faut pas se sacrifier. Il faut faire attention aussi à son énergie, à se reposer, à garder du plaisir dans ce qu'on fait, à se soutenir, à se souvenir de pourquoi est-ce qu'on fait ça, à s'entourer, à rigoler. C'est tout ça en fait qui fait qu'on alimente un élan et une audace et qu'on peut tenir sur la durée parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le but, c'est vraiment d'aller sur du long terme. Donc, il faut pas se sacrifier. Non, c'est vrai. Un mot, France, on parle de ces jeunes issus des quartiers, on parle de ces femmes qui vont s'engager dans l'artisanat, c'est intéressant. On parle aussi de ces femmes qui cherchent à lever des fonds. Je me rappelle d'une étude sur Bismart dans notre émission où on voyait en fait la difficulté qu'elles avaient Toujours. à accéder aux oraux, au closing, comme on dit, pour aller vendre leur boîte et aller lever des fonds. Vrai ou pas vrai? Ben écoutez, hier, en préparant l'émission, j'ai accédé à une information sur les apporteurs de capitaux des entreprises, notamment liées à la nouvelle économie. 3% sont levés par des femmes. Alors là, c'est vraiment un chiffre ridicule. Et là, c'est un domaine dans lequel il faut évidemment progresser et il faut quand même mettre tout en œuvre pour donner aux femmes l'accompagnement qu'elles méritent. Parce que la finance est encore dirigée quand même principalement par des hommes. Enfin, et vous ont raconté ça aussi, ces femmes que vous avez interrogées, du regard qu'on portait sur elles? Ou est-ce que c'est rentré dans les mœurs et auquel cas il n'y a plus de sujet? Ah non, il y a un vrai sujet là-dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, il y a des femmes entrepreneurs qui deviennent investisseurs. Donc, j'ai interrogé par exemple Céline Lazorte, Nathalie Bala, qui a dirigé La Redoute de 2009 à 2022. Et qui est maintenant Business Angel. Exactement, qui ont créé, cofondé bien. Sista, et donc qui participent en fait à pouvoir Changer le regard. Exactement. Et ça, c'est magnifique en fait de voir oui, ça. donc- Donc, ça reste un virage, mais il faut que ça soit Généralisé. Donc leur Quelque choix est chose. stratégique. Elles disent, j'ai dirigé des grandes boîtes, des belles marques. Aujourd'hui, je mets ça au service des femmes pour les accompagner. Parce ouais. qu'elles ont bien vu la Ouais. difficulté qu'elles avaient à aller Bien chercher. sûr, bien sûr. Le 30, c'est le dépôt des dossiers définitifs. Combien de dossiers déjà là? 700, 800? Nous en avons reçu 500, nous en avons validé 95. L'année dernière, on en avait reçu pendant toute la période allant jusqu'au 30 septembre 700. Je pense qu'on va dépasser ce chiffre et on va encore battre les records. Et vraiment, on a fait une petite enquête, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a fait une petite enquête interne qui n'a pas une vocation de sondage, mais on s'est adressé à toutes les créatrices que nous avons pu accueillir pour les questionner sur ce que leur avait apporté ce concours. Et je tiens vraiment à le dire, elles sont à plus de 70% motivées parce qu'elles ont appris beaucoup de choses grâce à notre concours. Elles se sont mieux insérées dans le monde de l'entrepreneuriat et elles se sont mises plus à l'aise avec leur sujet et elles sont rentrées sur les réseaux. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et ça n'est pas que les gagnantes, c'est l'ensemble des participantes à ce concours. Jury de sélection avec des oraux à l'issue du 30 septembre, puisque Oui. ensuite il y a des oraux. Il y a des euros. Donc c'est aussi Oui. très, très important pour C'est elles très- de préparer cet oral, parce qu'il y a de la pression. Bien sûr. Il ne faut pas se rater. On leur apprend. On donc il y a a du un coaching. module de formation du pitch. Et d'ailleurs, dans le réseau Initiative, on aime bien former les gens au pitch. Et ça donne des résultats formidables. Résultat final, donc 10 lauréates. 10 lauréates et le Grand Prix début décembre, le 6 décembre ou le 5 décembre. Mais on va communiquer sur la date
ultérieurement. Juste pour être un peu pratique, elles gagnent quoi ces femmes, hormis plein de la, choses. la joie Alors, la grande gagnante, d'avoir la coupe? il y a une grande gagnante qui gagne 6 000 euros, plus des accompagnements privilégiés, des voyages, du coaching dans tous les domaines, le domaine financier, le domaine économique, le domaine La com, com, la tech. qui est capital. Bah oui. Ça, c'est pour la grande gagnante. Et les autres, un chèque de 3 500 euros et également un accompagnement. C'est nous qui décidons, nous, le jury, de quel accompagnement on va Le leur plus dédier. adapté à leurs Le besoins. plus adapté à la problématique. Vous n'avez pas envie de créer votre boîte, Josiane? Alors moi, j'ai déjà mon entreprise, Alors, vous avez déposé trop la tard. candidature ou pas? mais, vous pouvez. mais je suis invitée à la remise de prix, donc je suis contente. Vous faites partie du jury? Il fait partie du jury ou pas? Non, Josiane? mais on peut en discuter. Ouais, c'est important. Bien sûr, oui, c'est important. La suite pour vous, c'est quoi? Parce que c'est une question que j'avais au début et que je ne vous ai pas posée, mais pourquoi France, vous décidez de vous engager autant alors que vous avez été avocate d'affaires, vous avez accompagné les entreprises, vous auriez pu tourner tranquillement la page de l'avocature et vous avez continué, vous aussi, comme les femmes inspirantes dont vous nous parliez, à redonner. Ouais, Pourquoi bien envie de donner comme vous donnez là? Envie de donner parce que l'expérience doit être diffusée, elle doit profiter au plus grand nombre. Et puis j'ai quand même la passion de l'entreprise, la passion de l'entrepreneuriat et de la réussite autour de moi. Alors, plus de gens réussiront, mieux ce sera. Et puis je pense que c'est un beau facteur d'indépendance, d'autonomie. C'est valable pour les hommes et les femmes. Indépendance, autonomie, responsabilité. Voilà des valeurs positives. Dignité. Et dans cette société où on recherche du sens, parce que maintenant les gens au travail, ils cherchent Ouais. évidemment la rémunération, Grand sujet. mais le sens, Ouais. eh bien là, créer son entreprise, et je pense que vous en êtes un témoin passionnant, créer son entreprise, ça donne quand même du sens à la vie. On peut orienter son entreprise, on peut mettre en avant ses valeurs, et puis développer l'économie de la société. C'est Alors, vrai. que voulez-vous de plus? Comme on dit, c'est gagnant-gagnant. Pour Gagnant-gagnant. reprendre une expression un peu éculée. Ouais. Vous êtes chef d'entreprise, on l'a entendu. Votre prochain projet éditorial, vous avez un livre là, les femmes toujours? J'ai un livre en cours, oui, j'ai un livre en cours. On n'en dit rien sur les femmes? Secret. Alors, c'est pas sur les femmes. J'ai fait un premier livre sur la notion de rôle modèle féminin qui est très important pour moi, qui s'appelle Les fleurs de l'âge, D'accord. qui était sur les femmes qui se réinventent après 50 ans. Mmh. Et voilà, là, l'idée, c'est d'aider les femmes qui entreprennent, à la fois avec des conseils pratiques et puis aussi des portraits de femmes pour les inspirer et leur montrer que d'autres sont passées avant elles et ont réussi et qu'elles peuvent le faire. Des ambassadrices, des rôles Très modèles. important. Ouais, exactement. Merci mesdames, c'est un vrai Merci. plaisir. La porte Merci. est grande ouverte, place aux Avec entrepreneuses plaisir. et à leur épanouissement. Merci à Josiane Merci. Assmann, entrepreneur d'exception chez Erol, avec Veuve Clicquot, parce que je ne l'ai pas précisé, Veuve effectivement. Merci à vous, France Savidan, créatrice d'avenir jusqu'au 30 septembre. Vous avez, puis ensuite, ça sera la sélection, les oraux, la grande lessiveuse pour gagner ce grand prix et être fière. Merci à vous deux, Merci. mesdames, et vive l'entrepreneuriat au féminin. On tourne une page chez le livre de Smart Job. Alors, c'est intéressant parce que ça concerne les femmes et les hommes. Un livre qui concerne les erreurs, vous savez, les boulettes que l'on fait, et puis qui se transforment en succès. Ça, c'est génial. C'est un peu la tarte tatin, vous savez, la mauvaise cuisson qui devient la tarte extraordinaire. On en parle. Un livre nous en parle justement. J'accueille son autrice. Le livre de Smart Job, pour terminer notre émission. Alors, c'est un livre intéressant, passionnant, parce que le titre est évocateur. Chères erreurs. Bah oui, qui n'a pas commis d'erreur dans sa vie? C'est un livre de transmission. On a le droit à l'erreur. Cécile Gevray-Guinbeau, merci d'être là. Vous êtes l'autrice de ce livre, édition Émeric B. Édition. 40 chroniques pour transformer les boulettes en pépites. J'adore le titre. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je me dis, mais elle parle d'histoires qu'elle a glanées de ci, de là, ou elle parle de toute sa vie. En fait, vous nous racontez les boulettes, les erreurs, les hésitations, les descentes parfois très basses de vos vies, de coach, d'entrepreneuse. C'est bien ça que vous nous racontez. Bonjour Arnaud, c'est exactement ça. Merci de m'avoir invité à parler de ce livre qui est effectivement un témoignage tout à fait personnel. En fait, ça fait, je vous le racontais, ça fait 35 ans que j'accompagne des managers, ça fait 25 ans que je suis coach bientôt. Et quand j'ai commencé à superviser des coachs, j'entendais des coachs me dire « Maintenant que je suis certifiée, j'ai plus le droit à l'erreur ».
Et ça, vraiment, moi qui ai appris de mes erreurs depuis, voilà, depuis 25, depuis 35 ans et certainement depuis beaucoup plus longtemps, je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas l'idée qu'à partir du moment où on sort de l'école, on est censé savoir et on n'a plus le droit à l'erreur. Alors Cette que injonction de la réussite, quoi. exactement. Et ça, alors, bien entendu, ça existe dans plein de pays dans le monde, mais en France, c'est particulièrement marqué. Ce côté où, en France, à l'école, pour aller pêcher une bonne note, il ne faut pas faire d'erreur. Et ça, en entreprise, ça finit par donner des décideurs qui jouent petit bras, Ouais. même quand ils aimeraient Ouais. prendre des risques, Ouais. et des équipes qui cherchent des coupables au lieu de chercher des solutions. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le fait de ne pas faire d'erreur, globalement, on joue à un niveau moyen Voilà. et on n'est pas créatif. Et en fait, l'erreur construit aussi la réussite. C'est ce que vous dites dans ce livre. Exactement. Vous a construit, d'ailleurs. Absolument. Si je n'avais pas appris de mes erreurs, j'aurais mis la clé sous la porte depuis longtemps, je n'aurais pas écrit ce livre et je ne serais pas coach indépendante depuis plus de 12 ans. Il y en a un qui m'a marqué, page 65. Je me suis formé au marketing digital, ou Oui. comment j'ai poussé la logique d'évitement jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire que globalement, vous dites que dans votre vie, et ça arrive à Oui. tous ceux qui nous regardent, on a des moments d'errement, on ouvre des portes, on se faufile, puis on s'aperçoit qu'à mi-route, on s'est totalement trompé de porte. Et c'est ce que vous racontez. Et quand même, à la fin du petit papier, parce que c'est des petites nouvelles en fait que vous nous écrivez, il y a quelqu'un qui vous aime bien et qui vous écrit sur les réseaux, qui dit « Cécile, vous voilà en burn-out ». Et là, vous me dites, en préparant l'émission, ça ne m'a pas trop plu, en fait, parce que j'étais vraiment au creux de la vague. C'était horrible. Mais oui, en fait, je m'étais Erreur. résolue. Erreur d'aiguillage, là. Mais plein d'erreurs. Là, enfin, comment dire, ce chapitre sur le marketing est un des plus fournis du livre parce que c'est celui dans lequel j'ai fait et refait des erreurs en boucle. Ouais. En boucle. Et voilà, et cette femme qui me voulait beaucoup de bien et qui me dit, mais enfin Cécile, votre burn-out, je l'avais vu venir. Alors, j'étais évidemment pas en état de Donc, on vous recevoir ce observait, on feedback. savait que vous Mais tourniez oui, en rond. alors que moi, j'arrivais pas à sortir, je ne voyais pas comment sortir de cette boucle-là. Et au fond, c'est aussi ce que je vous disais en préparant l'émission. Je passe ma vie à accompagner des gens qui sont dans des boucles dont ils ne savent pas comment Donc, vous sortir. savez mieux les casser, ces boucles, maintenant. Alors, mais comment dire, je ne suis pas meilleure que mes clients, je les ai vécus aussi. Et parfois, un regard extérieur, c'est pas toujours très agréable, mais ça fait du bien. Juste celui-ci, 32, je l'avais gardé pour la fin, mais c'est assez cash, hein, ce 32, donc c'est la 32e histoire. Il y a 40 histoires, Oui. 40 scénettes, des tranches de vie, de votre vie. J'ai essayé de coacher une personne pour laquelle je ne ressentais pas d'empathie, ou comment j'ai fait un boulot de merde en refusant d'écouter mon ressenti. Ah là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, quand même. C'est vrai. Et j'ai écrit ce livre comme je parle. Et c'est un choix que j'ai fait. Ouais, direct. Direct, parce que justement, je ne voulais pas que ce soit un bouquin de coaching En poulet, théorique, ouais. en poulet, donneur de leçons. Je voulais vraiment me mettre au niveau des personnes qui sont toutes seules face à leur boulette, en leur disant vous n'êtes pas seuls, Ouais. Face à leur et c'est boulette, pas grave. ou face à des individus, objectivement, parce que vous le dites, avec lesquels ça ne fit pas, ça ne matche pas. Bien sûr, mais ça arrive à tout le monde. Et encore, quand on est coach, on a le choix de ses clients. J'avais l'autre jour un supervisé qui me disait, mais moi, quand j'étais manager, j'avais pas le choix de manager des gens avec lesquels j'avais des atomes crochus ou pas des atomes crochus. Quand tu as le choix, utilise-le. Donc c'est ce que vous dites aussi à vos collègues coachs. Exactement. Ne prends pas tout, choisis pour trouver le plaisir et l'efficacité. Voilà. Maintenant, comme beaucoup de coachs, j'espère qu'il y en a qui se retrouveront dans ce témoignage-là, j'ai accepté ce coaching parce que j'avais un loyer à payer à la fin du mois, parce que j'ai pas osé dire non, parce que cette femme m'était recommandée, puis qu'elle était vraiment très mal, etc. Pour 1001 mauvaises raisons, j'ai accepté ce coaching alors que j'aurais dû le refuser. Ça s'est bien fini avant de nous quitter? Elle a mis fin à son coaching. Ça s'est donc bien fini. Ça, c'est donc On peut bien considérer que ça s'est bien fini. C'était pas une boulette. Merci Cécile Gevrey-Guilbeault d'être venue nous éclairer avec cette espèce de sincérité qui ressort dans ce livre, Oui. avec des choses qui s'adresseront à tous les lecteurs, mais aussi à ceux qui coachent et à ceux qui accompagnent, Oui. entre autres, et ceux qui cherchent aussi leur route, parce que c'est aussi un livre sur le cheminement d'une vie et le parcours d'une vie. Merci d'être venu nous rendre visite, illustré par Luc Tesson, parce que les illustres sont sympas. Éditeur Henrik B, que j'aime beaucoup. Henrik B, édition que je salue. Merci à vous. Merci de votre invitation, ça m'a fait très plaisir de venir. À très bientôt. C'est pas une boulette. Merci à vous. L'émission est terminée. Merci à Nicolas, merci à toute l'équipe. Nicolas Juchat, évidemment. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Et merci à vous qui nous suivez avec fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.